va faire sans filet. À tour. Avant de revenir à l'exercice lui-même autour du monde, rappelle-nous qui tu es. Armel, moi je te connais un peu, nos amis qui nous écoutent, pas forcément, tu sais, on est dans un petit village, hein, de temps en temps on a quelques événements. Globalement, le jeune Armel Lecléache est né où? Alors Armel Lecléache, il est né en Landivisiau et j'ai grandi à Saint-Paul-le-Léon, donc voilà, capitale du Léon, pas très loin de Brest. J'ai appris à naviguer là-bas pendant pas mal d'années, j'ai fait de l'optimiste, du dériveur, mais j'ai commencé mes premières navigations, finalement c'était sur le Mélodie de mon papa qui était un... Vous aviez un Mélodie vous aussi? On avait un Mélodie. On avait un Mélodie nous aussi. Tu vois, ouais, je savais pas. Ça donnait des idées à certains. Ah oui, oui. Et on a fait pas mal de croisières, on partait de la baie de Morlaix, on traversait, on allait aux îles Scilly. C'était nos vacances l'été, c'était les îles Scilly. Pareil. On passait 15 jours, 3 semaines. Des fois, quand il faisait beau, on allait jusqu'en Irlande. Et donc, j'ai grandi dans cette ambiance-là. Et puis après, j'ai eu la chance de passer sur le circuit Figaro en remportant une sélection organisée par Port-la-Forêt, le centre d'entraînement. Là, on est en quelle année? 99. Voilà, donc là, j'ai 22 ans. Et dès la première année, en 2000, je fais une belle perf. Je fais une deuxième derrière Pascal Vidégori, secrétaire du Figaro. Et donc finalement, moi, je décide de continuer l'aventure. Pas toujours facile au début pour trouver les sponsors, etc. Mais finalement, en 2003, qui était, je remporte la solitaire devant notre ami Gogo Alain pour 13 secondes. Et finalement, c'est ça qui m'a permis de me faire connaître, de passer à l'étape suivante et notamment d'aller faire de l'Orma, parce que Alain m'avait choisi, avec son sponsor de l'époque, m'ont choisi pour prendre la suite d'Alain qui voulait faire un petit break dans sa carrière et de commencer à naviguer sur des plus gros bateaux. Et puis j'avais des copains qui étaient déjà partis faire le Vendée Globe, Vincent Rioux, Sébastien Josse, donc des copains du Figaro qui avaient fait un petit peu le chemin d'aller tenter le Vendée Globe. Le Vendée Globe, à l'époque, pour nous, c'était un truc, l'Everest, clairement l'Everest. Mais t'en rêvais ou c'était inaccessible? Pour moi, c'était inaccessible. Moi, je ne voyais pas forcément capable de faire ça. Puis c'est plus en regardant les autres le faire. Premiers figaristes, ils y vont, et puis ils réussissent, Vincent gagne, et je me dis, pourquoi pas moi? Et donc, je fais mon premier Vendée Globe en 2008, et puis voilà, et je fais 3 Vendée Globe pour gagner mon premier Tour du Monde 8 ans après, donc en 2016 avec Banque Populaire. Et derrière, voilà, on est parti sur des ultimes. Redis-nous, la classe ultime a été définie comment, historiquement? Au départ, c'était l'idée de Thomas Coville avec Sodebo, François Gabard avec Massif. Ils avaient tous les deux des bateaux ultimes déjà à l'époque. Pas encore volants, mais ils avaient des projets de battre le tour du monde en solitaire. Chacun l'ont battu l'un après l'autre. Et puis, en cours de route, Gitana est arrivé, nous, Banque Populaire, Actual. Et finalement, cette classe ultime, aujourd'hui, on est 6 bateaux parce que Éric Perron nous a rejoints. On a des courses qu'on connaît, les classiques, la Route du Rhum, la Jacques Vabre. Et là, maintenant, on a tout un programme de courses qu'on met en place avec la Finistère Atlantique, les 24 heures ultimes et d'autres courses qui vont arriver. Et puis, bien sûr, le Tour du Monde, Arkea Ultimate Challenge, qui va être notre point d'orgue. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce Tour du Monde, un peu comme l'est le Vendée Globe sur l'IMOCA, voilà, tous les 4 ans. Donc là, on a une première édition en 2023. Il y a une deuxième édition qui est déjà annoncée pour 2027. Maintenant, là, il va falloir réussir la première. Ça va être le challenge, parce que moi, je me considère un peu comme un pionnier, on est clair. Il y a quand même beaucoup d'inconnus sur ce qu'on va faire là. On a des marins tous expérimentés, avec des bateaux un peu différents en termes de potentiel. Si on prend, par exemple, Éric Perron, c'est un très bon marin. Il a fait beaucoup de multi-50, de Figaro. Enfin, voilà, il a une expérience top et il a la capacité largement de mener ces bateaux-là. Mais il va être sur un bateau, bien sûr, beaucoup moins rapide, un projet un petit peu de dernière minute, mais qui va être un projet, il va raconter une belle histoire et je lui souhaite. Ça, c'est un profil qui marche en ultime. Mais quelqu'un qui n'aurait pas d'expérience ne pourrait pas faire ce que va faire Éric. C'est impossible. Ces bateaux-là demandent quand même une certaine maîtrise, une certaine expérience, connaissance. Ce sont des grosses machines. Si on fait une erreur de manœuvre sur ces bateaux-là, on peut vite se retrouver dépassé par la machine et le marin, ça devient dangereux. Pour revenir à ton prochain Tour du Monde, donc, ça va être le quatrième, Quatrième, c'est ça. Est-ce que c'était prévu d'entrée de jeu? Est-ce que dans la conception du bateau, dans même l'esprit, tu disais de toute façon un jour ou l'autre, j'irai en solitaire sur ce bateau? Sur Banque Populaire 11, oui, clairement. Sur le dernier, parce que c'était écrit dans le programme et
Et de toute façon, on imaginait de pouvoir faire le tour du monde avec ce bateau, en équipage, et aussi potentiellement en solitaire. Mais au début de l'histoire, quand on est à l'arrivée du Vendée Globe, le bateau est déjà construit, enfin quasiment terminé. On met à l'eau quelques mois plus tard. On avait ce projet effectivement d'ambitionner de faire un tour du monde en solitaire fin 2019. Mais entre-temps, il y avait une route du Rhum à faire. Donc le bateau était prévu pour faire un tour du monde. Mais malheureusement, la route du Rhum ne se passe pas comme prévu. La casse du bateau totale. Et donc finalement, tous ces plans-là s'arrêtent. Et donc on relance un bateau avec bombe populaire en utilisant l'expérience du précédent qui avait cassé. Et finalement, le temps avançant, les choses avançant, on se retrouve à avoir ce tour du monde qui finalement, à un moment donné, se remet un petit peu dans le programme et on dit la date qui pourrait fonctionner, c'est fin 2023. Ça fait quoi cette différence fondamentale d'être au-dessus de l'eau plutôt qu'un petit peu posé dessus? Ça change beaucoup de choses. Déjà, on a un équilibre qui est incroyable. C'est ça qui est assez fantastique. C'est-à-dire qu'on a un bateau qui gîte quasiment plus. Et ouais. Donc on n'a plus forcément le même phénomène que tu as connu ou que moi j'ai connu en multicoque où dès qu'il y a une risée, le bateau commence à monter et sur une patte. Là, on sent que il faut être sur les écoutes. Là aujourd'hui, en fait, quand le vent rentre, le bateau prend un tout petit peu de gîte, se met sur son foil et puis finalement il se remet à plat. C'est ça qui est génial. Donc c'est plus du tout le même comportement. Et puis après, c'est trouver avec l'ensemble des impandices le bon petit réglage pour que le vol il soit équilibré, stable et acceptable en termes de confort. Mais non, c'est des machines. Plus on navigue dessus, plus on se fait plaisir. Ce qui a progressé énormément, c'est les pilotes automatiques. C'est tous les systèmes d'anti-chavirage, donc des systèmes qu'on a à bord qui nous permettent de choquer la grand voile quand on dépasse un certain degré de gîte. Le pilote, il off au près quand ça commence à agiter trop. Au portant, il abat quand ça commence à agiter trop. Donc finalement, on a pas mal d'artifices qui fait qu'à bord, avant de se retrouver dans une situation un peu rocambolesque, il faut vraiment faire un paquet de bêtises. Exactement. C'est une énorme évolution, ça. C'est une énorme évolution. Quelques années. Hein. Ce qui permet aujourd'hui à déjà nous d'avoir la capacité de mener ces bateaux en solitaire à haute vitesse, parce que aller à 40 nœuds tout seul, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément imaginé il y a encore 10 ans. Et puis de le faire sur l'Atlantique en solitaire, on a vu que c'était maintenant facile, entre guillemets. Et là maintenant, on va essayer de le faire autour du monde. La petite marche supplémentaire, mais ça va être un... Ouais, je pense qu'on est capable de le faire. Aujourd'hui, les bateaux et les moyens qu'on a à bord sont adaptés à ce genre d'exercice. Et ta manière d'approcher ton 4e tour du monde comme ça, qui est très différent, les difficultés, tu connais le parcours, tu connais tout ce qu'il y a. On a dit qu'a priori, ces ultimes, malgré leur vitesse ahurissante et leur taille, et ainsi de suite, c'est paradoxalement des bateaux relativement sains, voire même extrêmement sains. Et le gros problème, c'est la vitesse, j'imagine, à supporter quand on est dedans, et les éventuels chocs et impacts avec tout ce que tu ne peux pas contrôler et qui flotte à la surface. Est-ce que c'est ça la grosse angoisse, ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres que tu n'as pas vécu sur un Vendée Globe en allant moins vite, sur un monocoque par exemple? J'aborde ce tour du monde avec l'expérience des 3 précédents que j'ai fait en monocoque. Évidemment. Clairement, ce n'est pas du tout le même exercice, mais je connais le parcours, je connais la difficulté de la durée qui va être moindre, je l'espère. On devrait quand même tourner en moins de 50 jours. Par contre, l'intensité va être énormément supérieure avec un bateau qui est très physique, stressant parce que la vitesse fait que on est toujours dans l'anticipation de ce qui va arriver dans 1 heure, dans 2 heures, dans 6 heures, dans 24 heures. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, les bateaux sont très marins. On a cette chance-là d'avoir des bateaux qui passent bien à la mer, jusqu'à une certaine limite, bien sûr, mais on sait que sur un tour du monde, les conditions ne vont pas être dantesques non plus pendant l'ensemble du parcours. Les inconnus, ça va être la casse. Alors, aujourd'hui, les bateaux sont fiables. On a prouvé lors des différentes transats que les bateaux sont tous à l'arrivée, en très bon état, qu'on termine les courses. Donc aujourd'hui, les bateaux sont fiables. Mais après, effectivement, les chocs en mer, ça, c'est effectivement le gros paramètre parce qu'on va vite. Donc taper à 15 nœuds et taper à 40. C'est une loi physique. C'est pas la même problématique. Ouais. Et donc ça, c'est compliqué parce que ça peut engendrer derrière des problèmes très compliqués à gérer en solitaire. Taper un safran et avoir le safran qui se met en travers la piste. Derrière, d'aller aller sur le flotteur tout seul et puis potentiellement essayer de faire quelque chose, mais en solitaire, on est rarement démuni. C'est la grosse angoisse. Ça va être la grosse angoisse. Ouais.
Donc il faudra trouver des solutions. Bon, on a droit à l'assistance technique et on a droit de s'arrêter sur des escales pour pouvoir éventuellement réparer. Ça, c'est quand même un élément important de la course qu'il faudra aussi... Contrairement au Vendée Globe, on n'a pas le droit de s'arrêter. Donc voilà, il y a deux règles qui changent. On a droit à l'assistance météo. Okay. Ça l'a toujours été en solitaire, en multicoque, pour des raisons de sécurité, parce qu'on sait que ça va très vite. L'assistance météo personnalisée, donc le fameux routage. Donc, à la fois pour nous guider sur la meilleure route à suivre, mais aussi pour nous donner des éléments de météo potentiellement dangereux à éviter, ou en tout cas qui peuvent arriver très vite. Vous avez une limite sud d'iceberg? On aura une zone d'églace officielle, qui sera à mon avis assez sensiblement la même que celle du Vendée Globe. Ouais. Et puis la deuxième règle qui va changer, effectivement, c'est ces escales techniques autorisées. Il n'y a pas de limite en termes de nombre d'arrêts. Par contre, c'est minimum 24 heures. Ce sera pénalisant pour celui qui s'arrêtera. Oui, mais derrière, ça veut dire qu'on peut continuer la course. On sera 6 bateaux au départ. L'objectif, c'est d'avoir le plus à l'arrivée. Et donc, ces escales-là permettront d'augmenter le nombre de bateaux à l'arrivée. Est-ce que ta manière de naviguer sur un ultime, comme sur tout bateau, c'est de savoir ralentir? Est-ce que sur un ultime, c'est encore plus flagrant ou moins? Je ne sais pas. Explique-moi ça. Oui, on a pas mal de moyens de diminuer un peu la puissance des bateaux et la vitesse des bateaux. Aujourd'hui, on sait naviguer même sans voler. On repose finalement le bateau dans l'eau, hein, ce qu'on faisait avant. En mode classique archimédien. On repose le flotteur, ça avance toujours bien, mais on n'est plus à 40 nœuds, on est à 30, donc c'est une capacité importante pour pouvoir diminuer un peu la vitesse. Et ça, on va le faire effectivement dès que la mer se forme. C'est la complexité du vol, c'est l'état de la mer. À un moment donné, la mer va nous limiter au vol, parce qu'à un moment, on ne va pas faire des sauts de cabri jusqu'à ce que tout ça casse. Donc, on a beaucoup de capteurs sur le bateau qui nous permettent d'avoir des limites autorisées en termes de structure. On sait quand on commence à solliciter la plateforme, les appendices, on a des alarmes qui se mettent en marche avec différents niveaux de couleurs, jaune, orange, et quand ça arrive à rouge, bon là il est temps un petit peu de choquer un peu les voiles ou en tout cas de diminuer la puissance. Donc ça c'est au marin qu'il va falloir ajuster, trouver mettre le curseur au bon endroit. Évidemment. Toute la difficulté et l'inconnu, ça va être sur les 6 là, comment chacun va gérer sa machine. Et ça aujourd'hui, je suis incapable de dire si Charles ou Tom ou Thomas, comment dès le départ, est-ce qu'il y en a qui vont partir au taquet ou est-ce que ça va être dans les mers du Sud, il va y avoir un peu le pied. On sait en plus qu'avec ces bateaux, on fait très vite les distances, donc il ne faudra pas rater certaines portes. Parce que les transitions, on les connaît, c'est les moments clés. Mon dernier Vendée Globe avec Alex Thompson, on s'échappe dans la première dépression un peu après l'Atlantique Sud, et puis finalement les autres on les a jamais plus revus. La course est jouée au premier tiers du parcours. Donc là, effectivement, sur l'Arkea Ultime Challenge, ça peut être tout à fait la même chose. On peut avoir un bateau qui s'échappe, et après, ça sera très compliqué de revenir. Et la question plus philosophique de la vitesse, on ne fait qu'aggraver les risques potentiels. Il y a un plaisir évident de conception, de maîtrise, ainsi de suite. En fait, l'évolution de notre voile, notre petit village voile, dans ces 15 dernières années a été fabuleux. En 40 ans, on a multiplié nos vitesses par 4, mais surtout les 10 dernières années là. Mais on n'a pas augmenté pour autant l'intérêt. Si on regarde les courses phares, que ce soit Vendée Globe, Route du Rhum, et puis j'espère un jour l'Arkea Ultime Challenge, ce sont quand même des courses qui sont très médiatisées. Ah, on est d'accord, j'ai pas dit le contraire. Mais... Et je pense que ça, clairement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les partenaires, les sponsors sont attirés par la course au large. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, la technologie est importante pour aussi notre futur. Nos bateaux, ce sont des laboratoires. Nos bateaux qui vont réussir ce pari-là, cette technologie-là, éprouvée dans des conditions extrêmes, vont permettre aussi d'avoir des débouchés sur peut-être des bateaux de transport maritime, passagers, mais aussi de commerce, pourquoi pas un jour avoir des bateaux qui puissent utiliser ce genre de technologie qu'on a sur nos bateaux pour diminuer leur impact carbone, pour améliorer tous ces systèmes qu'on ne peut pas transformer du jour au lendemain. Et puis après, il y a aussi une autre dimension qui me porte à cœur, c'est une dimension à faire voyager les gens, à les faire un peu rêver, je pense. En tout cas, c'est ce témoignage que j'ai depuis pas mal d'années. Bien sûr. Les gens voyagent à travers nos aventures, nos récits. Et toi, tu as fait partie de mes rêves quand j'étais plus jeune. Ton premier Vendée Globe, moi, j'écoutais la radio le matin parce qu'il n'y avait pas Internet. Et je trouve que c'est important aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, de pouvoir rêver un peu. Je crois beaucoup à la génération qui arrive.
les enfants, leur montrer voilà, que, notamment le sport, c'est important. Il ne faut pas rester devant son écran, quoi. Et donc ça, c'est de raconter voilà, ce qu'on Même vit. si en image, vous montrez des marins bien capitonnés avec des gros écrans devant. Oui, bien sûr. Il y a ne faire que ça. Faites Mais gaffe. même, mine de rien, quand même, on est quand même dans un milieu hostile, etc. Oui, je suis d'accord. Mais, Je sais bien. mais voilà, je crois que c'est important aussi. Bien sûr. Voilà, de continuer. Parce que si on arrête tout, très bien, on va sûrement limiter non, il notre faut impact. continuer. Mais tu as raison, et c'est pour le rêve. il ne se passera plus rien. Armel, fais-nous rêver donc. Là, je vais essayer. Merci. Merci, Luc.